Bienvenue. Bienvenue à cette conférence table ronde de clôture. Bienvenue et bravo parce que je sais que c'était bien fatigant, cette prise de hauteur pendant 3 jours, c'était bien fatigant. Vous êtes toujours là, pas fatigué, toujours avec de l'engouement, de la volonté. On a pris en 3 jours beaucoup de hauteur. À un moment donné, on ne pouvait pas prendre plus de hauteur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va abandonner l'élément de l'air et on va plutôt aller dans l'eau avec un équipage de choc qui va nous aider à larguer les amarres. Et j'ai le plaisir d'appeler Loïs Sama, Stéphane Joguet, Michel Cazenave et last but not least, Gilles Fontaine. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. Vous m'entendez, oui? Ok. Bonsoir et merci d'être là, si nombreux. Je suis Gilles Fontaine, rédacteur en chef à Challenge. Et je suis ravi d'être là pour pratiquement ce dernier petit événement, même gros événement. Je sais que vous avez eu quelques jours bien chargés. C'est le moment, d'après ce que j'ai compris, où on se lâche un peu. On essaye de rester sérieux, mais pas trop. Puis surtout, j'allais dire d'essayer d'aller un petit peu à rebrousse-poil des idées un peu préconçues. Voilà. C'est le moment où on essaye de regarder un peu à l'intérieur de nous-mêmes en tant que RSSI et autres, et de chambouler un petit peu nos idées. Donc c'est ce qu'on va faire pendant les 45 minutes qui viennent. Vous connaissez, je pense, nos 3 camarades qui sont des légendes vivantes dans cette industrie de la cyber. Et on va se calmer. Comme on ne se prend pas trop au sérieux, puis surtout, on ne va pas faire la table ronde basique où l'un après l'autre. Et puis en plus, vous avez vu, il n'y a que des gars. Mais non, parce qu'on a quand même une dessinatrice qui va, elle, nous croquer, enfin vous croquer, parce que moi je ne suis qu'un modérateur, un modeste modérateur. Colline Grandpierre qui va croquer un petit peu nos débatteurs tout au long de cette session. L'idée, c'est effectivement 4 sessions. Je pense que certains de vous ont déjà répondu oui ou non, pour ou contre à certains des 4 thèmes qu'on va évoquer tout de suite. Et donc, le plus convaincant l'emportera par votre vote, puisqu'à la fin, vous aurez la possibilité de voter pour ou contre. Donc vous avez effectivement ici le petit QR code qui, rassurez-vous, n'est absolument pas sécurisé. Vous pouvez y aller. C'est une campagne de phishing. Faites comme chez vous. Et donc, vous répondez aux questions pour ou contre. Et là, on vous a même facilité la tâche, bleu ou rouge, en fonction de votre choix final. On va commencer, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par les mots de passe, pour ou contre. Et je vais demander à Michel et Loïs, les 2 gars sans veste, de s'installer au pupitre. Puis on va commencer par Loïs, tiens. Loïs, pour ou contre les mots de passe? Alors, je suis contre. On va voter contre aujourd'hui. Oui, désolé Michel. On va voter contre les mots de passe. Aujourd'hui, les mots de passe, on les connaît tous. Ça fait, je pense, 20, 30 ans, 35 ans qu'on a tous des mots de passe, qu'on voit tous des fuites de mots de passe à droite, à gauche, etc. Et je pense qu'on arrive à un moment aujourd'hui, et les technologies même aujourd'hui permettent un peu de faire évoluer ça. Je pense notamment au passwordless, au FIDO, etc. D'un peu de challenger cette vieille règle des mots de passe. Tu dois t'en souvenir depuis le temps. Mais voilà, donc je ne sais pas ce que tu en penses toi des mots de passe, j'ai l'impression que tu étais plutôt... Alors moi je suis plutôt pour évidemment, et je trouve que c'est dommage d'abandonner une technologie qui marche pour des technologies plus compliquées, où il va falloir avoir un téléphone, regarder le mot de passe, le saisir, parce qu'en fait on t'envoie un mot de passe quand tu fais du passwordless. Et donc quelque part, sur le sujet, je trouve que le mot de passe, il ne faut pas trop le décrédibiliser. Il rend encore de grands services, notamment il est peu coûteux à mettre en place. Il est maîtrisé même par Madame Michu, celle qui a 50 ans et qui ne sait pas très bien servir dans l'informatique. Donc c'est vraiment, pour moi, une technologie fondamentale. Et rappelle-toi d'ailleurs Guillaume Poupard à l'époque qui dit « back to the basis », les mots de passe. Voilà. Madame Michu s'en souvient, Madame Michu qui écrit les mots de passe sur un carnet directement et qui... Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même des technologies qui existent. Par exemple, je vends Passwordless parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, où en fait... Alors,
la technologie n'est pas encore mature, on est d'accord, mais on y va, hein, step by step, mais les plus gros, hein, concrètement les Apple, les Facebook, les Microsoft, toutes ces personnes-là, aujourd'hui elles sont mises dans une alliance, les FIDO2, hein, pour notamment finalement dire que quand tu vas t'inscrire sur un site ou quand tu vas aller sur un site, tu n'as plus besoin de mot de passe à mettre, hein, donc tu as ton certificat qui est sur sa clé privée, même qui est sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, et puis tu vas t'authentifier avec la biométrie en plus, et puis là, le phishing, bon courage, quoi, parce que finalement, tu n'as pas de mot de passe, il faut récupérer la donnée, parce qu'aujourd'hui, tu fais quoi contre le phishing là, ça existe depuis quand même pas mal de temps. Comment tu t'en protèges? Aujourd'hui, c'est quand même le sujet où tout le monde se fait avoir. Les campagnes de phishing, aujourd'hui, je pense qu'on n'arrivera jamais à 0%. Hein. Désolé. Alors, j'en disconviens pas que le phishing, ça pose un problème à tout, y compris au MFA. Donc sans mot de passe ou avec un deuxième caractère additionnel, puisqu'aujourd'hui, les pirates arrivent à contrer ce genre de mécanisme. Il n'empêche qu'un mot de passe de la bonne longueur, stocké de manière chiffrée par le service qu'il emploie, compte à mémoriser éventuellement dans un conteneur de mots de passe type KeePass, comme le préconise l'ANSSI, on a quand même un niveau de sécurité basique, mais qui est bon. Et après, derrière, on peut renforcer effectivement. Alors, il y a des services qui utilisent d'autres choses. Tu as parlé de FIDO, tu as parlé de MFA. Et c'est vrai que professionnellement, et quand on a un service bancaire, quand on a des données extrêmement sensibles, évidemment qu'on rajoute tous un deuxième facteur, évidemment qu'on reconnaît le terminal grâce au certificat, mais si tu veux, le mot de passe, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que ça fait vraiment partie des fondamentaux et que bien employé, ça reste encore quelque chose qui est relativement sûr. Maintenant, effectivement, on a du brute force, donc des gens qui essayent de multiples mots de passe, on a des gens qui emploient des mots de passe stupides, 1, 2, 3, 4, 5, enfin le top 10 qu'on voit tous les ans, mais tout ça, ça n'est jamais que les défauts d'usage, ce n'est pas le défaut de la technologie. Clairement aujourd'hui, c'est mon avis, les mots de passe aujourd'hui, ça existe, ça fonctionne, etc. Je pense qu'il faut... Non, ça fonctionne aujourd'hui. Merci. C'est ça. Mais clairement, il faut maintenant aller un peu plus loin. Aujourd'hui, notamment, on sait que l'ANSSI, on sait la CNIL, aujourd'hui, on fait le fameux 3 mois, l'échanger tous les mots de passe tous les 3 mois, ça ne s'applique plus aujourd'hui. Donc c'est des évolutions. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle technologie, on a de la biométrie. Pour faciliter, moi par exemple, un cas, des gens qui sont, moi chez moi, les gens, ils ont fait ça fume taper de mots de passe, qui sont les gants, etc. On a des technos qui sont modernes, on a de la biométrie. On a aujourd'hui tout ce qui est aujourd'hui, même pour les banques, qui se mettent aujourd'hui à regarder son téléphone autour de ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment évoluer sur notre façon de voir les choses. Et de finalement dire que les mots de passe qui sont aujourd'hui la porte d'entrée aujourd'hui principale de toutes les cyberattaques quand même en grande partie. Alors il y a le phishing aujourd'hui, mais on va demander quoi à ton mot de passe? Aujourd'hui, c'est le renforcer. Donc le mot de passe simple aujourd'hui, je ne suis pas pour, on va dire. Aujourd'hui, c'est mettre de l'authentification forte, c'est de la renforcer, etc. Mais aujourd'hui, c'est une technologie, je pense qu'il faut rechallenger dans nos projets, etc. Microsoft, notamment sur le FIDO2 et Passwordless, pousse vraiment beaucoup avec des Windows Hello, des choses comme ça. On a des technologies type Apple, etc. Aujourd'hui, ce qui nous manque encore pour vraiment arrêter le mot de passe, c'est finalement de se dire comment on va faire pour, entre deux smartphones, etc., pour gérer. Mais je pense que clairement, aujourd'hui, il faut que maintenant, dans les réflexions, dans les renouvellements de politique de mot de passe, dans les projets, de prendre en compte cette problématique, parce que Madame Michu, aujourd'hui, les mots de passe, il faut être clair, elle a 45 000 mots de passe différents, elle a des technos, etc. Elle met le même partout. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Oui, mais on en parle depuis 30 ans. On parle de la carte d'identité électronique qui est censée avoir un certificat qui nous permettra de nous authentifier. C'est pareil. Quand il s'agit de distribuer des moyens complexes à une population grande, je ne sais pas combien de tas d'utilisateurs dans ton périmètre, mais moi, c'est plusieurs milliers. Et donc, quand il faut distribuer des certificats, quand il faut distribuer des clés FIDO, quand il faut approvisionner de l'autre côté de la Méditerranée un truc qui passe par la douane, enfin voilà, il y a tout un tas de freins à l'adoption. Donc, le mot de passe est une technologie, certes, qu'il va falloir repenser et pour lequel, en termes d'authentification... Non, je ne veux pas le changer, je veux simplement le compléter et tenir compte des difficultés, des besoins. On va parler d'analyse de risque, je pense. Quel est le risque par rapport à l'usage du mot de passe? Est-ce qu'il faut renforcer parce qu'il y a un système particulier? Et tenir compte également de toute la logistique qui est autour. Parce que techniquement, la mise en place d'un mot de passe est maîtrisée depuis des dizaines d'années, tu l'as dit. Par contre, mettre en place du FIDO2, de l'authentification forte, ainsi de suite, ce n'est pas aussi simple que ça. Et beaucoup d'entreprises n'en sont pas capables. Pourquoi? Parce que technologiquement, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher. Et le mot de passe, solution simple, pratique, pas cher, et que maîtrisé par tout le monde. Et pour les administrateurs, toujours pour ou contre? Parce que clairement, on voit beaucoup de technologies, les bastions avec les renouvellements de mots de passe, etc., qui finalement disent, en fait, tu n'as plus besoin d'utiliser ton mot de passe.
Concrètement, comment tu gères ça? En même temps, l'administrateur sur le bastion, il se connecte avec un mot de passe pour éviter le mot de passe pour accéder au serveur. Donc il a un mot de passe unique, mais il a quand même un mot de passe. Alors messieurs, il va falloir conclure. Vous avez 15 secondes chacun pour conclure. Et ensuite, on regardera. Je suis pour. Alors, Je suis contre. Voilà. Non, voilà, c'est un sujet, c'est intéressant d'avoir l'avis de tout le monde, hein, justement, sur aujourd'hui, est-ce que les mots de passe, finalement, vous restez sur le mot de passe, est-ce que vous regardez à finalement dire, finalement, quand on dit contre, attention, hein, c'est contre, mais on va aller vers une technologie un peu différente. Et t'as fini tes 15 secondes. Mais c'est vrai, t'as raison. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Non, je suis pour la bonne raison que c'est une technologie qu'on ne peut pas tuer, comme ça instantanément. Et après, derrière, il est évident qu'il faut utiliser d'autres technologies dès lors que certains environnements, certains métiers. Voilà, Bon, le bateau j'ai perdu est 3 ans. arrivé à bon port. Merci. Merci. Pas mal, bravo. Irène. Merci. Alors, vous avez. Alors, est-ce qu'on flash le code maintenant, normalement? Oui. Oui. Il faudrait le présenter pour qu'il le flash, non? Bien. Vous aurez 2 minutes ensuite pour voter. Non. C'est qu'on ne peut pas voter. Non. Voilà le code. Allez-y. Visez bien. Votez. Alors, c'était Team Rouge. Et puis, Moi, c'était Team Bleu. et puis, on peut nous remettre le petit dessin quand même de Colline, quand même, parce que nos deux débatteurs n'ont pas vu. Ah, disons que ça vote dur, là. Hein. Ah, Oh, bravo. Oh non. Bon, à mon avis, il y a peut-être eu un... Merci. Ah. Voilà. Voilà, et le dessin de Colline très marrant. Je pense que ouais. Et toi, Adam, Voilà. t'en penses quoi, toi, pour mettre la pression? Moi, je suis plutôt d'accord avec toi pour une fois, donc tu vois. Ah. Donc, je ne suis pas tout le temps opposé. C'est du côté des vainqueurs, c'est ça? Oui, en plus, accessoirement. Bon, Non, on va c'est vrai, déjà on prendre sera place pour les deux. Là, c'était très cordial, sympa, poli, etc. Ça va virer au MMA pour la deuxième session autour des analyses de risque. Est-ce qu'elles sont encore pertinentes, ces analyses de risque? Je trouve que la question est un petit peu biaisée, d'ailleurs. Est-ce qu'elles sont... Moi, je me contente de lire la question. Pas moi qui est-ce qu'elles sont encore pertinentes? On a déjà l'impression... On a un peu la réponse. Vous allez vous lever et puis vous commencez peut-être... voilà, de toute façon, le temps de vote est écoulé. Je n'ai même pas vu le résultat. Est-ce que vous pouvez nous remettre le résultat? Bon, voilà. Donc on est contre à 73%. Pas par chaos technique. Mais... Bravo Loïs pour votre pouvoir de conviction. On va voir si vous êtes capable de faire aussi bien sur les analyses de risque. On va demander peut-être à Stéphane de commencer sur Oui. Oui, alors effectivement, c'est vrai que dans la question, on a presque la réponse. Le encore est peut-être un peu dur. C'est vrai que pendant longtemps, moi aussi, j'avais poussé à avoir une approche par les risques pour la cybersécurité. Tout simplement parce que nos dirigeants n'avaient pas nécessairement la maturité pour comprendre la cyber. Et par contre, nos dirigeants, ils prennent des décisions, ils gèrent des risques tous les jours. Et donc avoir cette approche par les risques était une façon de communiquer avec eux et de leur expliquer ce qu'on voulait faire. Je pense qu'aujourd'hui, le paradigme a changé, la maturité est montée. Nos dirigeants, ils ne se posent plus la question, en tout cas pour la plupart d'entre eux, de la cyber, est-ce que je dois faire quelque chose ou pas? C'est il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire, où je suis par rapport aux autres. Et de ce point de vue-là, les analyses de risque telles qu'on les a tous pratiquées toutes ces dernières années, à mon sens, n'apportent pas de valeur dans le travail du RSSI sur qu'est-ce que je dois mettre en place, pourquoi est-ce que je devrais mettre en place plus de mesures ici que là, parce qu'au final, ma surface d'attaque, c'est toute mon entreprise. Je peux protéger effectivement les bijoux de la famille, mais d'un autre côté, il faut que je protège toute mon entreprise parce que de toute façon, c'est là où mon maillon sera le plus faible que je me ferai attaquer. Et quand je serai attaqué, tout tombera. Ce n'est plus une partie de mon SI qui va être attaquée et qui va tomber. Aujourd'hui, on le voit, tout le SI va tomber et on va mettre des semaines et des semaines à reconstruire. Donc cette analyse de risque qui nous aidait à prioriser les sujets, à avancer sur un secteur qui était très sensible, et puis le reste on le faisait après, quand on avait du temps, on finissait le périmètre, on commence dans les entreprises internationales, on a tendance à commencer par la France, le headquarter, et puis après on fait des filiales à l'étranger, et puis des fois on en oublie quelques-unes, on n'a pas le temps, c'était prévu l'année prochaine, et on se fait poutrer entre-temps, justement par
la petite filiale qui est à l'autre bout du monde, et c'était prévu dans 3 ans sur ta roadmap. Donc, moi, je pense qu'on a atteint les limites de l'exercice, et aujourd'hui, on doit avoir une approche différente sur la partie analyse de risque. Alors, Je pense que tu es convaincu. pas du tout. En plus, c'est vraiment un sujet où on a eu des débats passionnés avec Stéphane. On est tous les deux convaincus qu'on a tous les deux raison. Surtout moi. Surtout toi. Non, en fait, donc, quand on parle d'analyse de risque, on a 2 grandes analyses de risque. On va dire, on a la fameuse analyse de risque macro de l'entreprise, qui sert notamment, alors qui prend du temps. Ça, on est d'accord que toutes les entreprises ne peuvent pas la faire. Ça peut prendre du temps. On a les fameuses IBIOS, mais ça peut être complexe. On n'est pas obligé des fois d'avoir des méthodes complexes. On peut faire ça même plus simplement. Et puis on a la fameuse analyse de risque de l'ISP, des projets, etc. Pour moi, les deux, elles sont pertinentes. Le premier déjà, c'est, on va recommencer par la base, l'ISP, l'intégration de sécurité dans les projets. Aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux travailler avec ton métier, définir des mesures de sécurité qui sont pragmatiques. Aujourd'hui, si tu commences à dire un site web d'une vitrine, une application industrielle, une application pour gérer un SI interne, etc., de pas justement, et là le métier est extrêmement important et ça justifie finalement qu'on ne fait pas de la sécu pour de la sécu, mais on va voir le métier en disant c'est quoi tes impacts, c'est quoi quel est ton impact sur le financier, sur la partie image, sur la problème de dispo, d'intégrité, de fonctionnalité et même traçabilité. Aujourd'hui, là, le métier, il va pouvoir répondre et on va faire des mesures de sécurité adaptées à son risque. Et on ne va pas être générique parce que même d'un point de vue coût, aujourd'hui, si tu commences à faire du chiffrement partout, pour tous tes projets, pour un site web qui n'est pas très important, etc., avec finalement les équipes MO qui vont dire pourquoi je dois développer, en fait, pourquoi je dois prendre cette mesure de sécurité, elle n'est pas pertinente, tu dis c'est standard. Bof, ça passe pas. Et après, sur l'analyse de risque plus globale, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas des moyens illimités. Aujourd'hui, le but, c'est d'être pragmatique, de sécuriser la sécurité au bon niveau et de faire par rapport à ces risques. Donc aujourd'hui, l'analyse de risque qu'on peut faire sur tout son SI, ça permet déjà nous de définir aujourd'hui quel est le projet, quel est le système le plus critique, quel est l'événement redouté métier. Et par rapport à cet événement redouté métier, on va prioriser nos sujets. Et quand le board va dire pourquoi vous me demandez plus 15% de budget, etc., plus 10%, on a une histoire à raconter en disant là, j'ai fait une analyse de risque et je sais clairement quels sont les risques. Qu'est-ce qui est risqué pour vous ? Après, c'est votre rôle de direction de choisir ou pas. Et puis aujourd'hui, moi, je préconise avec mon analyse de risque que finalement, il faut faire ces projets en priorité, etc. Oui, mais au final, quand tu vas prendre du recul et que tu vas regarder 3-4 sujets que tu as traités, 3-4 projets que tu as mis en production, qu'est-ce que tu vas voir ? Tu vas voir que tu as mis les mêmes solutions de sécurité partout pour sécuriser ta base, que ce soit sur ta base. Oui, mais elle fait partie des mesures. Oui. Et déjà aujourd'hui, on ne met pas les basiques en place. Donc, avant même de se dire, est-ce que je pourrais essayer de faire du sur-mesure sur tel ou tel projet par rapport à mon modèle de sécurité, il faudrait déjà que j'ai un modèle de base partout. Donc tu vas faire quoi ? Tu vas mettre tes mêmes mesures de sécurité partout, tes basiques, ton EDR, ta protection de réseau, ta gestion d'identité pour accéder à ton application, et ainsi de suite. Mais au final, c'est ce qu'il faut faire de toute façon partout. Tu n'as pas besoin de le faire plus pour une application que pour une autre. Ensuite, tu parles de coûts. Moi, j'ai l'impression que de multiplier des niveaux de sécurité différents en fonction d'une analyse de risque qui va prioriser ou mettre un niveau différent sur différents éléments de ton système d'information, tu vas complexifier le travail des équipes opérationnelles, et pas que les nôtres, mais celles de nos camarades à l'infra, au système, au réseau, parce qu'ils ont des environnements avec des mesures de sécurité différentes qu'ils vont devoir gérer, administrer, patcher. Ça induit une grosse complexité dans leur façon à eux aussi de pouvoir automatiser leur boulot. Tu n'es pas challengé quand tu viens me présenter des mesures de sécurité et tu dis ok, il faut faire ça. Ils vont te dire oui, mais pourquoi ? D'un point de vue coût, moi j'ai pas le temps. D'un point de vue financier, j'ai pas le temps. Et tu dis ouais, c'est standard. Tu n'es pas challengé quand tu vas voir les équipes et que tu leur dis toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, mais ça en plus, toi tu vas pas le faire, toi tu vas faire ça. C'est pareil, ils ont une capacité de travail qui est finie. Si tu leur mets quelque chose d'homogène avec le même modèle partout, oui, mais t'as pas... avec la même façon de déployer, d'opérer, c'est plus simple pour tout le monde. Ton SI n'est pas homogène. Pour moi. On arrive à la fin, messieurs, bientôt. 15 secondes. Voilà, on est pour une heure sur ce sujet. Le SI n'est pas homogène. Pour moi, on a besoin d'être fin, on a besoin de justifier, on a dire que le niveau de sécurité est différent, les mesures sont différentes. Donc je suis toujours autant convaincu que les analyses de risque sont pertinentes les deux éléments. Mais voilà. Ouais, non, il y a un point sur lequel je te rejoins, sur le besoin d'avoir une analyse de risque. C'est quand on a une technologie de rupture qui arrive.
Le cloud, on l'a vu, on a réinventé des mesures pour protéger nos solutions en cloud. Demain, la GenAI, on va devoir faire la même chose. Là, on en a besoin, mais uniquement là. Bravo, merci messieurs. Merci. Merci. Bravo à vous et bravo à Colline, parce que sur des questions aussi très concrètes, mais quand même visuellement, on a du mal. Voilà. Chapeau pour réussir à chaque fois nous trouver le petit dessin qui va bien. C'est marrant, le gars avec sa bouée qui hésite à plonger dans la piscine. On est un petit peu dans l'esprit. Alors, vite au vote. Je pense que là maintenant, normalement, une fois que vous avez flashé le QR code, la question doit s'afficher. On va voir si Loïs a réussi à transformer l'essai. Alors, Quand même très moi, j'ai été équilibré comme débat. Hein. Alors, le regarde. bleu encore, hein, blablabla. Non, ça descend. Non, mais attends, si j'en ai convaincu 30%, c'est énorme. Mais 31% même, Stéphane. Faites pas le modeste. Ça monte, hein. Ça monte. Bon. Et t'as plutôt été mauvais, en fait. Ah, j'avoue. Et t'as été trop fort, Loïs. Ah, mais voilà. Bon, et puis on va présenter le troisième sujet. La sécurité est-elle un échec? Et les gars, c'est Voilà. pas ça. C'est pas le troisième. Non, C'est c'est pas le le réseau. troisième. Ah non, c'est le réseau interne. C'est les réseaux internes. Tu m'as changé le truc au dernier moment. Mais c'est la sécurité, on a. Voilà, il y a Ah oui, plein- mais les il y a gars, plein si de vous risques. choisissez l'ordre de passage, c'est appellent l'anarchie, quoi. ils appellent ça ok, l'agilité, alors vous faites comme l'agilité. vous voulez. Allez, on y va. Stéphane et Michel. Ah oui, c'est vrai, comme ça, c'est mieux, parce que Bah oui. Contre Ok, encore. donc, Loïs, c'est vous là-bas. êtes J'aime sympa, mais vous avez beaucoup vu, quand même. Bah, c'est un peu trop. Donc Stéphane et Michel, les réseaux internes de l'entreprise font-ils encore partie du modèle de sécurité? Bonne chance, Colline. Ouais, c'est un vrai sujet. En tout cas, pour nous, c'est un vrai sujet. Tu fais court, hein. Ouais, je fais court. Aujourd'hui, avec l'explosion de nos systèmes d'information, leur hyper-connectivité, nos solutions en SaaS, nos collaborateurs qui sont la moitié du temps chez eux, au final, les frontières ont complètement disparu et notre fameux modèle de château fort devenu un aéroport, je ne sais plus ce qu'il devient, mais en tout cas, il n'a plus de sens. Et du coup, quand j'entends encore mes équipes me dire il faut upgrader nos firewalls, il faut rajouter ceci, il faut remettre du contrôle sur le réseau interne, il faut avoir des politiques différenciées entre je suis dans le réseau interne, je suis à l'extérieur. J'ai bien entendu réseau interne. Ce réseau interne, ce comportement-là et cette façon d'analyser les choses me semble dépassé. Alors, je suis d'accord et pas du tout d'accord. En fait, c'est vrai qu'on a dépassé le principe du data center où tu étais enfermé. OK, ça je suis complètement d'accord. On est maintenant dans des systèmes hybrides dont c'est plus des baies avec des serveurs, des routeurs et des câbles qui relient les choses. C'est aujourd'hui, on utilise des choses qui sont nettement plus virtuelles. Toutefois, c'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas interne. C'est-à-dire que hier, ma base de données, elle était au 3e sous-sol ou au 4e étage, selon qu'on avait un bunker ou des risques d'inondation. Aujourd'hui, maintenant, la base de données, elle est dans 4 plaques continentales, elle est dans un tenant de l'entreprise. Donc finalement, quelque part, en fin de compte, on a juste éclaté les choses. Par contre, on n'a pas éclaté le concept de réseau interne. C'est-à-dire que quand je veux me connecter à ma base de données, évidemment, il faut que je sécurise le trajet entre moi et la base de données. Donc, résultat, qu'est-ce que j'ai fait? C'est au lieu d'avoir un réseau interne physique bien chez moi, j'ai un réseau interne virtuel chez les autres, mais dont je maîtrise quelque part les contours, ou au moins certains contours. C'est-à-dire que je vais maîtriser certains flux, je vais maîtriser l'acceptation entre une source et une destination. Donc, finalement, qu'est-ce que je fais? Je reconstitue ce que je faisais en mode château fort, des murs très épais, et ainsi de suite, et des badges pour entrer, dans un mode complètement virtuel, Oui. avec du software defined line, et avec tout un tas de moyens qui vont me permettre de garder ce contrôle sur un réseau qui sera hors les murs, mais qui reste interne. Mais qui ne sera plus le tien. C'est ça la grosse différence. C'est plus un réseau que tu maîtrises. Alors, au final, quelque part, ce que tu as décrit là, et c'est très bien, ça vient d'ailleurs en écho avec les commentaires qu'on a eus en préparation de la table ronde sur le Zero Trust. Parce que c'est exactement ça. Mais justement, ce modèle de Zero Trust, il fait abstraction du réseau. Le réseau n'est plus dans le modèle, en fait. Non, mais le réseau, fil, on c'est est juste d'accord. Mais quel que soit, qu'il soit physique, virtuel, logique,
le média de communication utilisé ne fait pas partie de ton modèle de sécurité. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sécuriser tes 2 endpoints, appliquer ton modèle de sécurité au plus près de là où la donnée elle est consommée ou là où elle est stockée. Absolument pas. Je vais sécuriser les endpoints et le chemin entre les endpoints. Mais oui, mais ça, c'est les 2 endpoints qui te sécurisent ton chemin. Tout à fait. Mais si tu veux, le contrôle des endpoints et du chemin entre les endpoints fait que j'ai un réseau interne, même s'il est complètement virtuel, ailleurs dans le cloud. Oui, mais il est pas, tu n'en as pas la possession, comme aujourd'hui, nos équipes ont cette possession de ce réseau headquarter. Quand tu as un hébergement dans un data center qui n'est pas à toi, tu as exactement le même concept. Le fil, il n'est pas à toi, le hardware, il n'est pas à toi. Pourtant, c'est bien ton système d'information et pourtant, c'est bien un réseau interne. Aujourd'hui, cette chose-là est complètement virtualisée. Tu as peut-être un firewall dans un cloud, un hébergement dans un autre. L'idée, c'est de reconstituer exactement les mêmes concepts de politique, d'appliquer les mêmes choses, parce que tu vas défendre évidemment les choses les plus sensibles. Peut-être qu'il y en a d'autres que tu ne défendras pas et qui ne feront pas partie, ou au moins des cibles que tu vas protéger, mais tu vas te retrouver exactement avec la même chose que tu avais dans ton data center, tu as simplement changé d'échelle. Oui, et j'ai enlevé tout ce qui m'embêtait dans mon data center. Les baies, les câbles, les fils, les firewalls, les Oui, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Parce que dans ton data center, effectivement, il faut qu'on oublie cette analogie du data center. Là, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'interconnexion entre les équipements. Chaque équipement est connecté à Internet, et chaque équipement porte sa sécurité, et tu consommes ton service depuis ton device qui lui-même n'est plus connecté à ce qu'on appelle le réseau de l'entreprise. On est d'accord, tout ce qui était physique devient virtuel et logique. Je suis complètement d'accord, et pour moi, c'est absolument pas antinomique. Et si tu veux avoir une politique de sécurité cohérente, il faut que tu appliques les principes d'hygiène. Alors, je ne sais plus, c'est l'ANSI, les 42 principes d'hygiène. Tu vas les appliquer de la même manière dans ton data center que dans tous tes services cloud. Donc finalement, tu ne changes pas le concept. Tu as bien un réseau interne, il n'est pas chez toi, il est à l'extérieur, il est hors les murs. Tu vas potentiellement les appliquer différemment parce que tu n'auras plus besoin de contextualiser ta mesure de sécurité en fonction de là où tu es et de comment tu vas consommer. Alors la mobilité, ça c'est effectivement un concept qui est plutôt récent. Mais... Aujourd'hui, tu as quand même des modèles de sécurité qui sont différents, dans la plupart de nos entreprises en tout cas. Si je me situe dans l'entreprise, quel que soit... ou si je suis en dehors, je n'ai pas les mêmes accès, je n'ai pas les mêmes façons de consommer la data. Ce modèle-là... Tu parles de l'utilisateur, du endpoint de l'utilisateur. Mais ça peut être un administrateur, ça peut être n'importe qui de l'entreprise qui a besoin, à un moment ou à un autre, de consommer du service. Ce modèle-là, il n'a plus de raison d'être. Quand ton admin il est chez lui et qu'il bosse, il bosse aussi bien que quand il est à la maison et il ne prend pas plus ou pas moins de risques. Et c'est exactement ça, pour accéder au réseau interne, on met un VPN de l'authentification forte, on met tout un tas de dispositifs. Tu mets tes mesures classiques, tes basiques, qu'on n'a toujours pas tous, mais tu mets tes basiques sans avoir besoin de faire une analyse de risque. Alors l'analyse de risque, ça c'est un autre problème très grave dont on ne va pas parler, mais moi j'ai vraiment conceptuellement, j'ai besoin de réfléchir en tant que CISO, si je veux défendre la chose, comme ce qui est dedans et ce qui est dehors. Donc réseau interne initialement dans le data center, aujourd'hui, le data center, il est devenu complètement. Et pour moi, ce qui est dedans, c'est ce qui est à moi. C'est ce que je dois défendre. C'est le périmètre, quelque part, même s'il est complètement fictif et virtuel, c'est le périmètre sur lequel je vais avoir un impact, sur lequel je vais pouvoir dire, toi, tu as le droit de rentrer, tu n'as pas le droit de rentrer. C'est le périmètre. Donc, tu vois bien, quand on parle de périmètre, moi, je regarde le dessin qui est en train de se faire, je me dis, c'est un périmètre et dedans, c'est à moi. Voilà. Et on va devoir conclure, messieurs. Enfin, c'est un sacré sac de nœuds virtuels, je suis bien d'accord. 10 secondes pour conclure. Mais au final, le seul problème que tu as, c'est que tu te bats avec des notions qui sont dépassées, parce que dedans, dehors, en fait, tout est dehors. Donc c'est ça ton problème. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à Stéphane et Michel. Avec, là encore, moi j'ai ma petite préférence, je vous dirai qui, mais... Il est à côté de moi. Le gars à la veste, forcément, elle a l'air un peu plus convaincant. À vous de voter. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais pas regardé le résultat final du vote précédent. 30-70. 30-70, mais en faveur de qui? Oh, c'est pas grave, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. Oh. Alors, là, je me suis un petit peu laissé emporter là tout à l'heure. Et quand même, je m'attendais pas. D'accord, c'est quand même bien. Oui. Vous êtes dur, quand même. Il y a des responsables réseau ici, non? Ouais. On s'en fout des réseaux et des software defined. Bon, ça m'a l'air... J'ai l'impression que c'est toujours la même progression quand même. C'est bizarre.
Est-ce qu'on se chauffe, messieurs, un peu pour la quatrième déjà table ronde. Pas de table ronde, je raconte un débat, un vrai débat d'experts. Alors cette fois, la sécurité est-elle un échec? Michel et Stéphane. Et Loïs, qu'est-ce que je raconte? Oui, Loïs, n'importe quoi. Michel et Loïs. Qui va commencer? Allez, Loïs, pour la dernière. Alors, La sécurité est-elle un échec? comme disait Nicolas Ruiff, pour ceux qui connaissaient, pour moi, oui, la sécurité est un échec. Alors, ça fait combien de temps que sont sorties les 42 règles d'hygiène de l'ANSSI? 2017? Argument spécieux. Vas-y. D'accord. C'est quelles entreprises aujourd'hui ont réussi à mettre ces 42 règles qui fonctionnent bien? Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit les mêmes sujets. Alors on a des sujets back to basics qui sont extrêmement importants. Et finalement, on revient aux mêmes grandes discussions. C'est que finalement, ça fait des années aujourd'hui qu'on trouve des solutions finalement qui font à peu près les mêmes choses, qu'on fait des audits. Enfin, aujourd'hui, le nombre d'audits, les nombres d'audits où on a 100% où il n'y a aucune vulnérabilité trouvée, on n'a pas beaucoup aujourd'hui. On a toujours des vulnérabilités qui arrivent, etc. C'est toujours la course. On est toujours épuisé. Hein. Je pense que les burn-out et les stress font que aujourd'hui, on se rend compte que c'est de pire en pire. On galère toujours autant à demander des ressources à notre board qui voit de plus en plus des articles, etc. Je pleure tout de suite ou j'attends un peu? Non. Mais voilà, donc aujourd'hui, à un moment, tu te dis, comment on fait pour sortir de ça? Parce qu'à un moment... Non. Moi, le security bashing, je n'accepte pas. Et franchement, la sécurité, ce n'est pas un échec. Alors, ce n'est pas toujours un succès, on est d'accord. On parle toujours de l'avion qui se crache, on parle de la société qui se fait hacker. Mais quelque part, franchement, dans le monde entier, si on regarde le nombre de gens qui se sont fait hacker, par exemple, par Lockbit, voilà, 300, 400, il faudrait demander à Valérie Marchive, mais 300, 400 entreprises, il y a combien d'entreprises dans le monde? Eh bien, moi, je considère que si tu veux rien que pour ça, il y a des accidents. Tu prends ta voiture, des fois, tu roules bien, et puis des fois, tu as un accident. Ça peut être de ta faute, pas de ta faute. Très souvent, quelque part, ça peut être pas de ta faute parce que tu as un 0D que tu ne connaissais pas et qui a été découvert et tu te le prends. Ça peut être de ta faute parce que tu n'as pas été jusqu'au bout des 40 mesures. Et franchement, aujourd'hui, la méthode, elle est connue. Oui, mais... La méthode, elle est connue. Protéger la surface d'attaque, avoir les best practices de configuration, avoir un inventaire assez précis de son réseau. Donc finalement... Elle est connue, mais pourquoi elle n'est pas appliquée? Eh bien, alors, je dois dire que... je prends un témoin à la salle. Pas appliqué, tu les accuses de faire une erreur grave. Moi, ce qui me paraît, c'est qu'on essaye tout de faire nos maximums, avec le maximum de qualité. On est tous motivés. Voilà. Maintenant, après, derrière, à l'arrivée... effectivement, de temps en temps, on peut ne pas avoir tout à fait les moyens, donc faire des impasses. Donc ça, c'est l'analyse de risque dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que j'ai un risque? Je dois le couvrir. Mais après, ce n'est pas forcément une ébio-CRM. On fait aussi de temps en temps des efforts pour avoir un plan d'action spécifique sur tel ou tel sujet parce qu'on se rend compte qu'on est moins bon. Mais pour moi, la sécurité, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas parce qu'il y a des échecs que la sécurité est un échec. Non, mais, je comprends ce que tu dis, c'est que on essaye, on est tous motivés, d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui me rend fou, c'est qu'on est tous motivés à patcher, on est tous motivés à faire de la surveillance, on est tous motivés à faire de l'inventaire, on est tous motivés, etc. Et on n'y arrive pas tous, difficilement. Alors en plus, on a la chance d'être quand même des grandes sociétés qui ont plus de moyens que des PME ou des ETI, qui eux galèrent déjà à motiver dans leur direction, dire il y a de la sécu. Déjà, il y a de l'informatique, c'est déjà une chose. Il y a de la sécu, c'est encore plus compliqué. On voit des sociétés qui se font avoir tout le temps. Alors oui, je suis d'accord. Et on devrait peut-être justement faire de Rex beaucoup plus souvent sur comment je me suis fait pas pirater. Parce que mine de rien, on entend tout ce temps l'inverse. Et c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, comment on va s'en sortir, quoi? Est-ce que clairement, dans 10, 15 ans, 20 ans, allez, dans 20 ans, tu commenceras à être près de la retraite dans 20 ans, je pense. Est-ce qu'on sera toujours sur le même sujet pour toi? Pour moi... Faisons une analogie. Depuis 1910-20, il y a des véhicules sur la route. Il y a eu beaucoup de morts, il fut un temps dans les années 60. On a pris des mesures graves de limitation de vitesse, de ceinture de sécurité, merci Volvo. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. Pas pour autant que les morts s'en sont arrêtés. Par contre, aujourd'hui, tu roules dans une voiture d'aujourd'hui, tu te craches à 130, tu as un espoir de sortir de la voiture vivant. Dans les années 50, à 130, la voiture, t'étais mort. Donc, quelque part, si tu veux,
dans la cybersécurité aujourd'hui, et c'est un sujet assez récent, imagine qu'on soit dans les années 40. La cybersécurité, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Et en 30 ans, on a fait des progrès considérables. On a des frameworks, on a des organismes d'autorité qui sont capables d'arrêter des pirates, on a des méthodologies, on a des outils, et merci à ceux qui nous les proposent, notamment dans les choses comme les assises, parce que ça nous sert au quotidien à améliorer. On n'est pas parfait, hein, on arrive d'oublier des choses, toi aussi et moi aussi. Par contre, je pense qu'on tend vers le mieux, le meilleur. Donc pour moi, c'est un progrès et c'est un succès. Ouais, c'est là où, ouais, je comprends bien ce que tu dis, hein, et puis en fait, tu dis, voilà, c'est comment on va s'en sortir. Enfin, moi, j'ai l'impression, alors moi, ça fait quoi, 10 ans bientôt que je fais de la sécurité. J'ai l'impression que je parle des mêmes sujets qu'il y a 10 ans, en fait. Alors oui, des fois, on met plus de moyens, on a plus de sujets, on a plus de maturité, on arrive quand même à débloquer des sujets, les boards commencent à se rendre compte du sujet et on commence à arriver dans des CODIR, des COMEX, il y a des fonctions qui grossissent, etc. Mais en fait, ça fait quand même 20 ans qu'on fait les mêmes sujets. Je me dis, est-ce que 20 ans, les mêmes sujets? Alors, je suis d'accord qu'on s'améliore, etc. Mais est-ce qu'à un moment, on arrivera à une fin, on dit, OK, alors, la sécurité routière, tu vas me dire, je te connais, on n'arrivera jamais, etc., au risque zéro. C'est le truc. Mais voilà, le risque zéro n'existe pas, mais est-ce qu'on arrivera à avoir finalement des boards qui sont à fond derrière nous, des budgets qui sont priorisés, des métiers qui comprennent, etc. le sujet? Après, c'est notre rôle. Alors, voilà. Moi, je suis assez optimiste là-dessus, parce qu'en 30 ans de cybersécurité, je trouve qu'on a fait des progrès. Il fut un temps où il fallait convaincre l'IT. Aujourd'hui, on discute avec l'IT, on collabore avec eux. Il y a 15 ans, le métier ne nous regardait même pas, ne nous calculait même pas. Aujourd'hui, on discute avec eux. Donc, on arrive à faire à la fois avancer le sujet, avancer les technologies, avancer les pratiques. Et après, derrière, personne n'est parfait. Je veux dire, un véhicule qu'on a construit il y a 15 ans et un véhicule qui est construit aujourd'hui, on réfléchit toujours à des problèmes de frein, de ceinture de sécurité, ainsi de suite. On y réfléchissait déjà il y a 15 ans, sauf qu'on le fait mieux. Et je pense que de ce point de vue-là, cette progression, elle est indéniable. Et on reparlera sans doute des mêmes sujets dont tu te plains dans 15 ans, mais de manière différente, de manière plus approfondie, plus précise, avec plus de résultats. Et pour moi, ce n'est pas un échec. Loïs, un dernier petit mot? Je suis optimiste. Vendredi, s'il vous plaît, merci. Non, je suis optimiste, mais aujourd'hui, voilà, c'est que j'ai l'impression de répéter, de voir les mêmes sujets assis qui sont nouvelles technologies qui arrivent, on parle de nouveaux sujets, mais finalement, on revient aux basics. Hein, mais voilà. Merci. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Pas facile, hein, ce sujet. Ton problème, c'est que tu fais des analyses de risque. C'est ça ton problème. Merci à tous les deux. Et puis, place au vote pour ce dernier débat, 4e et dernier débat. Qui a été le plus convaincant, Michel ou Loïs? Stéphane est mort de rire sur le dessin. Vous voulez partager, Stéphane? Il se moque de moi. Alors, oula. Voilà. Non, ça va. Bon, faut pas que Loïs se retourne. Hein. Mais c'est rouge, mais c'est couleur bleue, donc c'est bleu. Non, le rouge, c'est pas un échec. Voilà. Bon, en tout cas, on va arrêter, c'est pas beau à voir. Hein. Mais en tout cas, c'était... Je peux pas tout gagner. Non, mais moi, je me suis bien amusé. Ces 4 débats, et en plus, moi, j'apprends plein de choses. Je suis un peu novice, enfin pas novice, mais un peu candide par rapport à tout ça. Bravo à tous les 3, parce que vous avez bien joué le jeu. Notamment le dernier débat, pas facile quand même, Loïs. Hein, trouver les arguments... pour s'autodétruire, quoi, finalement. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais vous avez bien joué le jeu quand même, et vous êtes toujours vivant. Toujours un mauvais dans un débat. Vous vous êtes dévoué, et ça, c'est très bien. Non, en tout cas, bravo. Moi, je voudrais qu'on vous applaudisse chaleureusement. Et puis, évidemment, qu'on applaudisse aussi notre dessinatrice, qui a fait du très, très bon boulot. J'ai bien amusé aussi. Et j'aimerais que Sabine... nous rejoignent sur scène, s'il vous plaît, Sabine. Et vous allez, en 3 minutes, nous résumer 4 débats de 7 minutes, c'est ça, en gros? Et le challenge. L'idée, c'est de tirer un petit peu les points saillants de ces rencontres au sommet. 3 minutes, ça ne va pas être facile. Je vais essayer aussi de résumer un petit peu les avis qui avaient été donnés par tous les participants qui ont répondu aux mails, qui ont mis des post-it. C'était assez intéressant.
Avis des participants globalement assez partagés sur la question du mot de passe. Il y a du pour, il y a du contre, il y a un petit peu de tout. Ça veut bien dire que la question reste très très actuelle et qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser de ces mots de passe. Je pense qu'on en a encore pour un petit bout de temps. Le débat l'a bien illustré, vraiment, ping-pong, pour, contre, avec des arguments tout à fait valides des deux côtés. Donc ces mots de passe sont vraiment indispensables, mais il va falloir passer à autre chose à un moment, ne serait-ce que pour se débarrasser de ces fameux défauts d'usage, comme tu l'as souligné. Les analyses de risque. Alors, parmi les répondants, une majorité de « oui, mais ». Donc, on est entre les deux. Le débat était passionné et passionnant, vraiment très, très intéressant. J'étais d'accord avec pas mal d'arguments des deux côtés, donc bravo. Et vous avez quand même réussi à tomber d'accord sur l'analyse de risque, sur tout ce qui est innovation et technologie de rupture. Donc, continuez à vous parler. Je pense que vous allez pouvoir arriver à un terrain d'entente. Oui, pas tout de suite. Le réseau interne, une majorité de oui parmi les répondants, avec aussi quand même du zéro trust qui commence à arriver. Donc, faut y croire. Peut-être que le zéro trust, un jour, ça va se concrétiser. Sur le débat, moi, j'ai envie de dire ni pour ni contre, bien au contraire. C'était un sac de nœuds, pas que virtuel. Donc, bon, c'était amusant. Et enfin, la sécurité est-elle un échec ? À l'unanimité des participants, non, la sécurité n'est pas un échec. Aussi bien sur le sondage que sur les participants en amont, là c'est un constat unanime. Même si parmi plusieurs répondants, on a eu du non, la sécurité n'est pas un échec, car le 100% sécurisé n'existant pas, on ne peut pas échouer là où c'est pas possible. Pour moi, c'est un petit peu un constat d'échec quand même. Mais bon, je détourne le truc. On va quand même essayer de rester positif et optimiste. C'est petit, Sabine. Heureusement, non, la sécurité n'est pas un échec. Il faut continuer comme ça. En plus, sinon, on n'aurait plus de boulot, on serait tous au chômage. On pourrait plus se parler comme on l'a fait aujourd'hui, et ça, il faut qu'on continue à le faire. Tout ça, ça servirait à rien. Et enfin, si la sécurité était un échec, ce serait même plus la peine de venir aux assises, et ça, ce serait bien dommage. Très bon mot de la fin. Merci Sabine. Place au vote. Est-ce que tu étais convaincante ? Merci à tous les quatre et merci à vous de nous avoir écoutés, regardés, surtout d'avoir soutenu nos débatteurs. Voilà, encore un grand merci à tous les quatre pour ce bon moment. Et puis je pense qu'on se retrouve l'année prochaine maintenant, hein, à peu près ça. Tout à fait. Merci, passez une bonne soirée et un bon week-end derrière et à bientôt. Merci Gilles. Merci Gilles.